Bonjour, mon nom est Isabelle Guyon, je suis professeure d'informatique à l'Université Paris-Saclay, titulaire d'une chaire de Big Data et présidente de l'association à but non lucratif Chalearn, qui s'occupe de compétitions en sciences des données. Je suis très honorée d'avoir l'opportunité de vous parler aujourd'hui des compétitions en sciences des données et je remercie vivement Alain Jacques Valeron de m'avoir invité pour faire cette présentation. Si le sujet du colloque d'aujourd'hui n'était pas la science hors les murs, je penserais qu'Alain Jacques s'était trompé en m'invitant, car mon parcours académique est bien trop modeste pour parler devant des académiciens. Mais c'est avec joie que j'ai accepté cette invitation, car je suis en effet une représentante assez fière, et même un peu militante, de cette science hors les murs. Après un parcours initial assez standard, ayant reçu un diplôme d'ingénieur de l'ESPCI et un doctorat de l'université Pierre-Marie Curie, j'ai été faire un postdoc aux USA, au Bell Labs. Puis j'ai déménagé en Californie et j'ai fondé une petite famille. Pour consacrer le plus de temps possible à mes enfants, j'ai commencé à travailler à la maison comme consultante. Et c'est là que mon expérience de la science hors les murs a commencé. De quoi vais-je vous parler aujourd'hui? Je vais vous parler de compétition en sciences des données et de la promesse qu'elles font d'éliminer le biais inventeur-évaluateur. Mais aussi du biais plus pernicieux qu'introduisent les organisateurs en choisissant leurs tâches, leurs métriques, leurs données, et comment éliminer ce biais ou en tout cas l'amoindrir. Quand j'ai démarré le consulting, très vite je me suis rendu compte que pour gagner la confiance de mes clients, il fallait que je reste à la pointe de l'état de l'art. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler des Support Vector Machines ou SVM. C'est une méthode que j'ai co-inventée avec Bernard Bozer et Vladimir Vapnik quand nous étions à Bell Labs, qui est devenue très populaire dans les années 2000, quand j'ai commencé à faire du consulting. Naturellement, ça m'a beaucoup aidé à démarrer. Mais la marche de la science ne s'arrête jamais et de nouvelles méthodes apparaissaient tout le temps, comme Random Forest, AdaBoost. Alors comment faire pour repérer les idées nouvelles, prometteuses, qui allaient résoudre les problèmes de mes clients, sans avoir à me déplacer dans des conférences et sans lire des milliers de publications qui apparaissaient tous les mois? En même temps, comment savoir quelle méthode s'applique à mon problème sans avoir à l'essayer? Et comment savoir quelle méthode est plus performante qu'une autre? Tout le monde dit que sa méthode est la meilleure, tout le monde se compare avec des méthodes de base trop faciles, tout le monde choisit judicieusement les ensembles de données qui donnent les résultats les plus satisfaisants. C'est le fameux dataset sélection, c'est le fameux biais inventeur-évaluateur. C'est là que j'ai été inspirée par une compétition organisée pour la conférence Neural Information Processing Systems, NeurIPS, par de jeunes collègues. NeurIPS, anciennement NIPS, était à l'époque une petite conférence familiale de quelques centaines de personnes. C'est à l'heure actuelle une des plus grosses conventions de machine learning et d'intelligence artificielle qui attire plus de 8000 personnes. Cette compétition était une sorte de jeu. On pouvait soumettre des solutions à un problème de machine learning en ligne. On obtenait immédiatement un score. C'était addictif. Promptement, plus de 100 personnes ont participé. Ça a été une sorte de révélation pour moi. J'allais organiser une compétition sur mon sujet de recherche et je n'aurais qu'à lire les publications des 3 gagnants. Donc en 2003, inspirée par cette compétition, j'ai décidé d'organiser ma première compétition sur le thème de la sélection de variables. C'était un problème très chaud à l'époque, car c'était le début de la génomique et il s'agissait de trouver parmi des dizaines de milliers de gènes lesquels pouvaient aider à diagnostiquer ou guérir le cancer, avec des échantillons de seulement quelques centaines de patients. J'étais pas la première personne à utiliser des compétitions pour essayer de faire avancer la science, ni même NeurIPS était la première conférence à proposer une compétition. Historiquement, une des premières compétitions scientifiques très inspirantes, c'est le Longitude Reward. En 1714, le gouvernement britannique a offert un prix pour mettre au point une méthode simple et pratique déterminant la longitude en mer. Il a permis le développement de chronomètres de précision. Plus récemment, le DARPA Grand Challenge a montré la faisabilité de la conduite autonome de véhicules, ce qui a donné le coup d'envoi à la recherche et au développement dans ce domaine. Et généralement, beaucoup de progrès ont été faits en reconnaissance de l'écriture, vérification d'empreintes digitales, reconnaissance de la parole, classification de texte et robotique, grâce à des compétitions scientifiques, avec le soutien d'agences gouvernementales telles que DARPA et NIST aux USA et le Network of Excellence Pascal en Europe. Les challenges ont été popularisés par la plateforme Kaggle, qui a permis à de nombreuses organisations de mettre facilement en ligne leurs challenges. À l'origine, il s'agissait souvent de challenges en sciences des données visant à prédire si un débiteur est un bon payeur ou si les clients sont satisfaits, mais Kaggle a été racheté par Google et il offre à l'heure actuelle une grande diversité de challenges. Avec mes collègues à Chalearn et l'Université Paris-Saclay, nous avons repris une plateforme open source, Codalab, développée à l'origine par Microsoft,
qui permet d'organiser des challenges avec soumission de code, orientés vers la recherche et l'enseignement. Je montre ici un exemple de challenge de reconnaissance de gestes à partir de vidéos co-organisé avec l'Université de Barcelone. Codalab a plus de 10 000 usagers et plus de 500 compétitions. Organiser une compétition, c'est un moyen de faire de la direction de recherche sans avoir son propre labo et sans payer les chercheurs. Nous avions de très petits prix donnés par des sponsors et je n'avais aucune idée si ça allait marcher. Mais nous avons eu plusieurs centaines de participants à notre première compétition, car la motivation des participants, ce n'est pas une compensation monétaire, c'est avant tout d'apprendre, de contribuer à résoudre un problème, que ce soit un problème scientifique, technique ou humanitaire. Les participants sont souvent très généreux avec leur temps, s'ils sont convaincus du bien fondé d'une cause. Et finalement, si on est parmi les gagnants, c'est un moyen infaillible d'obtenir une reconnaissance instantanée et souvent un emploi ou une promotion. Le but déclaré d'une compétition est donc d'éliminer le biais inventeur-évaluateur. Y sommes-nous parvenus? En 2003, quand nous avons organisé notre premier challenge, l'idéologie dominante était qu'il fallait résoudre des problèmes d'optimisation convexe, c'est-à-dire utiliser des méthodes de kernel comme les SVM, et d'utiliser des méthodes parcimonieuses avec des régularisations fortes, par exemple en éliminant le plus de variables possible. Cependant, le gagnant a utilisé, serez-vous surpris, un réseau de neurones. Le résultat était très significatif, car toutes les autres soumissions étaient basées sur des méthodes de kernel comme les SVM ou les arbres de décision comme les random forest. D'autre part, les meilleures performances de prédiction ont été obtenues sans sélection de variables du tout, ce qui nous a beaucoup surpris. Nous avons donc évalué les méthodes de sélection de variables sur un autre critère, leur capacité de classer les variables par ordre de pertinence en incluant le moins de faux positifs possible. Sur ce critère, les random forest donnaient les meilleurs résultats. Ces résultats ont montré qu'organiser un challenge permettait d'éliminer le biais de toute une communauté envers une approche particulière et a contribué à attirer l'attention sur les random forest, mais pas sur les réseaux de neurones, car ceci était trop lent et difficile à mettre en œuvre à l'époque. Les méthodes de kernel et random forest ont donc continué à dominer pendant les 10 années qui ont suivi. Les réseaux de neurones n'ont été réhabilités qu'en 2010, grâce à une autre compétition, la compétition ImageNet, organisée par Fefeli et ses collaborateurs. Pour la première fois, les réseaux de neurones ont gagné une compétition de reconnaissance d'images. Ça a donné le coup d'envoi au deep learning, qui a connu un gros succès en intelligence artificielle ces dernières années. Mais malgré le succès des random forest et des réseaux de neurones dans ma première compétition de 2003, j'ai souvent été soupçonnée de biaiser mes compétitions en faveur des SVM que j'avais inventés. Sans doute, les organisateurs de challenge imposent au moins un biais de sélection par le choix des tâches et des datas, dû aux méthodes qui leur sont familières et à l'accessibilité des données. Un autre biais, plus pernicieux encore, est celui du data leakage ou fuite des données. Le problème de data leakage a été mis en avant pour la première fois par Claudia Perrich, qui travaillait IBM à l'époque. Dans un papier devenu célèbre, présenté à la conférence KDD, elle a déclaré qu'elle avait gagné beaucoup de compétitions et que chaque fois elle avait pu le faire grâce à un biais dans les données provenant d'un mauvais design de la compétition. De quoi s'agit-il? Eh bien, en statistique, on parle souvent de facteurs confondants ou de facteurs de nuisance. En voici un exemple. Dans ce problème de reconnaissance d'images, il faut séparer les images de voitures des images d'avions. Malheureusement, cet ensemble de données ne contient que des exemples d'avions sur un ciel bleu et des voitures sur un fond sol. Il est donc facile de séparer les images sur la base de la couleur du fond sans essayer de reconnaître l'objet d'intérêt. C'est ce que font les algorithmes d'apprentissage qui sont alors incapables de reconnaître des voitures sur fond ciel et des avions sur fond sol. Un bon organisateur de challenge doit collecter des données suivant un plan d'expérience correct. Par exemple, la benchmark norm mise au point par Léon Bautou et Yann Lequin contient des milliers d'objets photographiés sous différents angles avec des luminosités et des contrastes différents pour éviter les biais. Si les organisateurs de challenge sont biaisés, quelle est la solution? L'idée, c'est de mettre les organisateurs de challenge en concurrence. Les compétitions ouvertes ont eu un rapide succès et avec mes collaborateurs de Challenge, nous avons décidé de faire appel à d'autres organisateurs de challenge pour faire appel à la demande de conférences. Puis nous avons repris l'idée que Michel Sebag avait inaugurée pour son programme de challenge du réseau européen d'excellence Pascal, faire des appels à compétition publique, comme on fait des appels à communication dans les congrès. L'idée était de demander
aux organisateurs de challenge de faire des propositions relues par leurs pairs. Aujourd'hui, plusieurs programmes de challenge qui ont été démarrés par mes collègues et moi-même dans de nombreuses conférences scientifiques, dont NeurIPS, fonctionnent ainsi. Il s'agit de véritables contests de contests. On peut se demander s'il y a un suivi de qualité et comment on juge les compétitions après qu'elles aient eu lieu. Là, je l'avoue, beaucoup reste à faire. La métrique de succès la plus utilisée est souvent le taux de participation. Hélas, c'est une très mauvaise métrique, car les compétitions les plus faciles, où il est possible de participer en empruntant le software de quelqu'un d'autre, sont souvent celles qui ont le plus de succès. Une meilleure métrique serait l'impact de la compétition. Mais tandis que pour les publications scientifiques, il est relativement aisé de jauger l'impact à travers le nombre de citations, il est beaucoup plus difficile d'évaluer l'impact d'une compétition. Nous y travaillons avec la nouvelle plateforme chahub.org. Afin de pouvoir compter le nombre de références, chaque compétition doit avoir un identifiant unique, par exemple son URL. Le code des gagnants pointant vers l'identifiant de la compétition et celui des utilisateurs pointant vers le code des gagnants, il est alors possible de compter le nombre de références et de mesurer l'impact. Pour mettre en œuvre cette idée, nous avons créé un moteur de recherche de challenge qui indexe les challenges de diverses plateformes, dont Kaggle, Ramp et Codalab. En attendant que ce système soit en place, nous avons démarré une série de livres qui s'appelle Challenges in Machine Learning. Par ce canal, nous diffusons les résultats des challenges. Les compétitions, nous les utilisons pour l'enseignement et pour la recherche. D'autres les utilisent à des fins humanitaires ou commerciales. Il y a maintenant une certaine compétition entre les organisateurs de challenge qui cherchent à obtenir des sources de financement, car organiser un challenge peut être un gros investissement de moyens et les budgets varient entre 2000 et plusieurs centaines de milliers d'euros. Bien sûr, on peut créer une compétition sur un petit budget en utilisant des données auxquelles on est familier, une plateforme de challenge ouverte comme Codalab. Avec de l'expérience, ça ne prend que quelques heures, voire quelques minutes. Mais organiser un challenge sur un nouveau thème de recherche peut prendre 1 an, 2 ans, voire 3 ans. La clé du trésor est le trésor. La démarche de création du challenge permet de bien poser les problèmes, ce qui est une étape essentielle dans leur résolution. Voici quelques exemples. Entre 2014 et 2018, nous avons organisé avec CERN plusieurs challenges. Le premier en 2014 pour aider les physiciens à découvrir et mieux caractériser les particules élémentaires résultant de collisions dans les accélérateurs de particules du CERN, en utilisant du machine learning bien sûr. Notre premier challenge en 2014 a connu beaucoup de succès, nous avons eu plus de 1000 participants. Alors fort de ce succès, nous avons commencé à préparer un autre challenge, cette fois sur le problème de tracking, c'est-à-dire de reconstituer la trajectoire des particules à partir des traces qu'elles laissent en pointillés dans les détecteurs. Mais la préparation de ce nouveau challenge s'est avérée beaucoup plus difficile que prévu, et David Rousseau, le leader de cet effort, a fini par coordonner une équipe d'une trentaine de personnes pendant 3 ans pour mener à bien cette entreprise. En fait, organiser un challenge requiert un véritable plan d'expérience. Les organisateurs ont une grande responsabilité, celle d'engager des centaines de chercheurs à travailler sur le même problème pendant des mois. Il faut poser une bonne question, avoir de bonnes métriques, de bonnes données, suffisamment de données et éviter les biais. Il faut aussi fournir aux participants des exemples de solutions, une bonne documentation, des tutoriels. C'est pour cela que j'enseigne l'organisation de challenge au niveau master. Merci de votre attention. Merci pour ce très bel exposé, hein, à la fois dans la forme et dans le fond. Hein, c'était très éclairant et aussi remarquablement bien présenté dans cette vidéo. Donc je pense qu'on a tous apprécié. Je ne sais pas si vous avez entendu nos applaudissements. Oui, merci beaucoup. Voilà. Je suis très heureuse d'être avec vous, au moins en ligne, si je ne peux pas l'être physiquement, et je suis disponible pour répondre à vos questions. Vous êtes où actuellement, là, Isabelle ? Je suis en Californie. Ah d'accord, très bien. Bon.
Est-ce que vous avez des questions là tout de suite sur cette présentation? Qui est-ce qui veut démarrer? Vous ne laissez pas impressionner par la vidéo, hein, ou par le Skype? Oui, une question de Pierre Corvol. Merci beaucoup d'abord. Je voudrais savoir s'il y a des données sensibles qui excluent des challenges. Je ne parle pas des données médicales, mais éventuellement d'autres données pour lesquelles il serait intéressant de faire des challenges, mais elles ne peuvent pas avoir lieu, en tout cas à l'heure actuelle. Oui, merci de poser cette question. C'est une question intéressante et importante. En fait, même dans le domaine médical, on se heurte au fait qu'il y a des questions de sensibilité des données, de confidentialité des données. Et nous sommes en fait en train de travailler avec le RPA aux États-Unis à New York sur un projet d'anonymisation des données, de transformation des données qui permettent de les utiliser sans qu'elles soient reconnaissables. En particulier, on crée des modèles qui synthétisent des données artificielles, qui retiennent leur capacité de création, leur capacité de résoudre le problème d'intérêt sans en révéler le contenu. Moi, j'avais une question sur le challenge à propos du boson de Higgs. Est-ce que c'est ce type de choses qui a permis d'obtenir la démonstration que le boson existait? Est-ce que c'est avec ça qu'on a réussi à le détecter? Non, la détection du boson de Higgs a été faite avant le challenge. Le challenge a permis de raffiner les méthodes et de présenter à la communauté du machine learning ce type de problématique de façon à ce que le machine learning s'insère dans l'ensemble des outils qui sont utilisés au CERN actuellement et améliore les techniques d'analyse des données. Merci. D'autres questions? Quel est le prochain challenge? Quels sont les prochains challenges? Alors oui, merci aussi de poser la question parce que la vidéo étant très courte, en fait, j'ai coupé sur la fin les nouveaux challenges qu'on est en train d'organiser. On est en train d'en organiser un avec Google sur la thématique d'automatic deep learning. En fait, on a une série de challenges sur automatic machine learning, c'est-à-dire comment automatiser complètement le processus de machine learning, c'est-à-dire fabriquer des prédicteurs sans intervention humaine aucune. Et c'est un gros problème actuellement du fait que les réseaux de neurones ont un gros succès. Ça demande beaucoup d'ingénierie de faire des architectures de réseaux de neurones, de sélectionner des hyperparamètres, etc. Et donc en particulier Google est intéressé, mais c'est un problème d'intérêt fondamental. Donc on va soumettre un certain nombre de tâches et tester les algorithmes en aveugle. Donc les gens vont soumettre leur code et ils vont être obligés de fabriquer des modèles prédictifs qui vont être testés ensuite sur des données qu'ils n'ont absolument jamais vues, sans intervention humaine du tout. Donc ça devrait apparaître au printemps 2019. Et on est aussi en train de travailler avec RTE, le réseau de transport d'électricité, sur un challenge pour aider les opérateurs du réseau haute tension de transport d'électricité à faire les meilleures décisions possibles pour protéger les équipements et livrer l'électricité en temps réel à tout le monde à tout instant. Ce problème est une grande difficulté parce qu'à l'heure actuelle, on est limité par la capacité du réseau. Il est coûteux et difficile de construire davantage de lignes. Et en même temps, on doit capitaliser sur les énergies renouvelables qui sont beaucoup plus imprédictibles que les énergies anciennes. Et ça demande donc un effort accru de contrôle du réseau. Et on espère que le machine learning va aider et on va mettre à partie tous les participants de challenge pour nous aider à faire ça. Très bien, merci. Olivier Pironneau a une question. Oui, ma question est sur il y a des plateformes qui posent des problèmes comme ça et qui sont mis à prix. À votre avis, est-ce que l'incitation financière est importante?
L'incitation financière des participants, vous voulez dire, hein, les prix. C'est ça? J'ai bien compris la question? Oui, c'est ça, la valeur du prix. Non, il y a une très très faible corrélation en fait entre la valeur du prix, le nombre de participants et la valeur du prix et la qualité des solutions. Donc, si vous vous intéressez à donc organiser un challenge, ne pensez pas que vous avez besoin de mettre des millions d'euros ou des millions de dollars dans la balance. En fait, je dirais même c'est presque l'inverse. La qualité est presque inversement proportionnelle à la quantité d'argent qui est mis dans la balance. La raison, c'est que les gros prix attirent le grand public. Du coup, il y a un très très grand nombre de participants au challenge et ça rajoute beaucoup de bruit dans l'évaluation. À l'inverse, quand il y a des prix modestes, les gens qui sont attirés sont plus des chercheurs, des doctorants, des gens qui s'investissent véritablement dans la recherche et qui passent du temps et trouver de bonnes solutions. Très bien, je pense qu'on va vous libérer. On continue la session ici avec Pierre Corvol qui va reprendre la suite. Et merci encore d'avoir contribué aussi joliment à cette session. Merci beaucoup. Merci.